4 séismes, 4 jours, 4 coins complètement différents de la planète, magnitude 6 ou plus. À chaque fois, l'Antarctique, le milieu de l'océan Atlantique, Tonga, Samoa. Sur le papier, ces régions n'ont rien en commun. Des plaques différentes, des systèmes de failles différentes, des histoires géologiques différentes. Ils ne devraient pas faire la même chose au même moment. Et pourtant, nous voilà. Maintenant, voilà la partie qui cesse d'être une coïncidence et commence à devenir une question que personne dans la science mainstream ne veut formuler à voix haute. Chacun de ces séismes a frappé pendant qu'une puissante tempête solaire martelait notre magnétosphère. Une nouvelle étude de l'université de Kyoto vient de proposer le mécanisme qui relie ces deux faits, et une fois que vous le comprenez, vous ne pouvez plus voir ce qui se passe en ce moment de la même façon. Restez avec moi, car l'enquête de ce soir change tout. Si ça vous accroche et que vous appréciez sincèrement ce que je fais ici, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que cette histoire n'est pas terminée, et nous l'observons en temps réel. Le prochain événement solaire est déjà en route. Tourne. Laissez un commentaire et dites-moi honnêtement si le Soleil influence en silence le moment où les séismes frappent, et si nous venons seulement de le comprendre. Qu'est-ce qu'on mesure mal d'autre? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Partie 1. Le schéma sur 69 heures qui ne devrait pas exister. Quelque chose s'est produit la semaine dernière dont personne ne parle assez fort. 3 régions distinctes de la Terre, assises sur des systèmes tectoniques complètement différents, avec des histoires géologiques complètement différentes, ont toutes commencé à trembler en l'espace de 70 heures. Pas de petites secousses, pas du bruit de fond, des séismes majeurs. Le genre qui se retrouve consigné, étudié et signalé par chaque réseau de surveillance sismique de la planète. Le genre qui, quand il arrive une fois, est noté. Quand il arrive 5 fois en 72 heures, sur des systèmes de failles sans rapport, il commence à exiger un tout autre type d'attention. Le 21 mars, Antarctique, les îles Shetland du Sud. Un séisme de magnitude 60 ézétis déchire la croûte. Un séisme de magnitude profondeur. C'est presque embarrassant de shallowness. Ce n'est pas le broyage lent et profond des plaques tectoniques, loin sous terre, là où les températures et les pressions transforment la roche en quelque chose qui ressemble davantage à du plastique. C'est la peau de la Terre qui se fend. Le genre de rupture qui se produit suffisamment près de la surface pour que tout ce qui se trouve au-dessus soit violemment secoué, pour que le plancher océanique se déforme de façon visible, pour que les ondes de pression se propulsent vers le haut à travers des kilomètres d'eau et de roches, avec presque rien pour les ralentir. Puis passons au 21 mars. La dorsale médio-atlantique, une autre magnitude 6. Celle-là a de l'importance d'une façon qui prend une seconde à apprécier. La dorsale médio-atlantique est une frontière divergente. Les plaques s'y écartent, elles ne se heurtent pas. Le plancher océanique s'étend. Une nouvelle croûte est créée en permanence à mesure que le magma remonte des profondeurs, se refroidit et se solidifie en un nouveau fond océanique. Les grands séismes sur les frontières divergentes sont rares. Les forces en jeu n'y accumulent généralement pas assez de contraintes pour produire quelque chose à cette magnitude. La roche est jeune, relativement chaude et constamment renouvelée. Elle n'a pas tendance à stocker le type d'énergie de déformation élastique qui produit de grandes ruptures. Et pourtant, il était là, consigné, confirmé, assis dans les données, comme quelque chose qui avait erré depuis le mauvais voisinage géologique. Puis le 22 mars, Tonga et Samoa, une magnitude 603 suivie d'une magnitude 63, suivie d'une autre magnitude 603, suivie d'une autre magnitude 603. 3 séismes significatifs en l'espace d'environ 5 par heure, regroupés dans l'un des arcs les plus sismiquement actifs de la planète. Certes, mais le resserrement du calendrier éterre l'attention, même dans une région où les séismes sont relativement courants. 3 événements de cette taille dans cette fenêtre n'est pas inouï dans l'arc des Tonga, mais ce n'est pas non plus du bruit de fond. C'est un regroupement dans un regroupement, une anomalie à l'intérieur d'une semaine déjà anormale. 3 systèmes tectoniques différents, 3 coins différents de la planète, tous en activité en l'espace de 72 heures. Et voilà où ça devient inconfortable. Si vous sortez un globe et regardez où se trouvent les îles Shetland du Sud, puis regardez où se trouve le Pacifique par rapport à elles, vous commencez à remarquer quelque chose dans la géométrie. Ces événements ne sont pas seulement distants les uns des autres. Certains d'entre eux se trouvent près de positions antipodiennes, c'est-à-dire presque de côtés opposés de la même sphère, la même Terre, réagissant presque au même moment.
Quand on essaye de trouver une explication sismologique conventionnelle à cela, impliquant un transfert de contraintes internes, à travers la croûte ou un déclenchement dynamique à partir d'un séisme précédent, la géométrie ne coopère tout simplement pas. Les distances sont trop grandes. Les systèmes de failles sont trop déconnectés. La boîte à outils standard n'est pas à la hauteur. Maintenant, des séismes individuels de magnitude 6 ou plus ne sont pas impossibles. La planète en produit environ 103 par an. Ça fait environ 2 outruis par semaine. Uniformément, ce qu'on n'est pas censé obtenir, c'est ce type de distribution, des systèmes de failles différents, des frontières de plaques différents, des contextes géologiques différents, tous activés dans une fenêtre temporelle serrée. La probabilité que cela se produise par pur hasard diminue de façon significative à mesure qu'augmente le nombre de systèmes sans rapport impliqués. 3 n'est pas un seuil magique, mais 3 distribués comme il l'était, à travers des hémisphères et des catégories géologiques, commence à déplacer l'aiguille, à la faire sortir du confort du hasard. La question qui remonte à la surface quand on regarde ce schéma est d'une simplicité trompeuse. Pourquoi ces régions se comportent-elles comme si elles étaient connectées? Car voilà l'autre détail qui refuse de rester en arrière-plan. Pendant ces mêmes 70 heures, du 20 au 22 mars, la magnétosphère terrestre était sous l'assaut d'une tempête géomagnétique G3. Catégorie forte, des vents solaires atteignant des vitesses d'environ 700 km/s. Le champ magnétique interplanétaire se retournant vers le sud à Nanotelas, la configuration qui permet un transfert d'énergie maximale depuis le vent solaire vers le système magnétique de la Terre. Des aurores étaient visibles depuis des endroits à des latitudes moyennes qui ne les voient presque jamais. Des endroits où le ciel nocturne n'offre habituellement pas ce spectacle particulier. Des endroits où les gens sont sortis, ont levé les yeux et ont sorti leur téléphone. Parce que personne ne les aurait crus autrement. Donc vous avez la tempête solaire qui arrive. Vous avez les séismes qui suivent. Et vous avez une nouvelle étude de l'université de Kyoto qui vient peut-être de fournir le mécanisme physique reliant ces deux choses. Pas de façon spéculative, pas par numérologie ou reconnaissance de schémas dans le noir, par la physique appliquée, à travers un modèle de la façon dont les champs électriques générés dans la haute atmosphère par le forçage solaire peuvent se propager vers le bas, dans la croûte et exercer une pression mesurable sur des zones de faille déjà au bord de la rupture. La réponse facile, c'est la coïncidence. Les événements sismiques se regroupent parfois. Les tempêtes solaires se produisent régulièrement pendant le maximum solaire. Deux choses qui se produisent en même temps ne signifient pas que l'une a causé l'autre. C'est un point crucial. Et quiconque vous dit le contraire, sans qualification, vous vend quelque chose que vous devriez probablement laisser sur l'étagère. Mais voilà l'attention honnête. Rejeter la synchronisation comme pure coïncidence vous oblige à ignorer la géométrie. Ignorer la distribution inhabituelle à travers les types de failles. Ignorer le regroupement spécifique des magnitudes et ignorer le chevauchement du calendrier avec un événement météorologique spatial bien documenté. C'est beaucoup d'ignorance. La question n'est pas de savoir si on peut l'ignorer. La question est de savoir si on devrait. Et un corpus croissant de recherches suggère qu'on ne devrait pas. Ce qui s'est passé pendant ces 72 heures, vu à travers le prisme de la recherche solaro-sismique émergente, ressemble moins à du bruit et davantage à un signal. Un signal que nous commençons seulement maintenant à avoir les instruments et le cadre théorique pour lire. 2. Les chiffres ne semblent pas normaux. Restons avec les données un moment, parce que c'est là que le schéma cesse d'être abstrait et commence à ressembler à quelque chose qui se trouve directement devant vous sur une table, refusant d'être déplacé. Au cours des 7 jours entourant ces événements, l'United States Geological Survey a enregistré Wannaru 7 séismes de magnitude, Fairtokan 5, ou plus 7 séismes de magnitude Fairtokans, ou plus Sandfin en une semaine. La référence habituelle pour une telle semaine se situe quelque part entre 20 et 3 événements. À ce seuil, ce que nous avons observé était environ 5 fois plus élevé que la normale. 5 fois. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Ce n'est pas une variation saisonnière dans la sensibilité des réseaux de surveillance. Ce n'est pas un artefact d'une instrumentation améliorée d'une seule station quelque part. C'est un nombre qui exige une explication, même si l'explication s'avère banale. Et l'explication, quand on la cherche, ne se résout pas immédiatement en quelque chose de banal. La chose honnête à faire ici est d'admettre que la sismologie est compliquée. Toutes les semaines ne sont pas créées égales. Certaines régions traversent des phases actives,
due à des processus géologiques locaux qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit en dehors de la Terre. Les séquences de répliques peuvent gonfler considérablement les comptages après un événement majeur, produisant parfois des dizaines ou des centaines de séismes plus petits dans les jours. Suivant une rupture significative, la collecte de données s'est améliorée de façon significative au fil des décennies, ce qui signifie que nous détectons plus d'événements aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Un Pharaon T5 qui aurait été manqué par des réseaux clairsemés en attenant du centaine de mini-verses est proprement consigné aujourd'hui. Tout cela est vrai. Rien de tout cela n'explique pleinement ce qui est apparu dans les chiffres la semaine dernière, parce que les événements n'étaient pas des regroupements de répliques d'un seul grand séisme précédent. Ils étaient distribués, ils étaient à travers différents systèmes. Ils ne remontaient pas à une seule rupture initiatrice. Le concept dont vous avez besoin ici est la distribution de poissons. Ça semble intimidant, mais l'idée centrale est assez simple pour être expliquée avec une poignée de pièces de monnaie. Quand les événements sont vraiment aléatoires et indépendants, ils devraient se disperser à peu près uniformément dans le temps. Certaines semaines en auront plus, d'autres moins, mais la distribution devrait avoir l'air étalée quand on la représente graphiquement. Ce qu'on n'est pas censé obtenir, c'est un regroupement dense d'événements significatifs, compressés dans une fenêtre étroite à travers des systèmes de failles sans rapport. C'est l'équivalent statistique de lancer une pièce de monnaie et d'obtenir pile 12 fois de suite. Ça peut arriver. Les mathématiques le permettent, mais quand ça se produit, on se demande au moins si la pièce est truquée avant de passer à autre chose. Il y a aussi un piège cognitif qui mérite d'être nommé directement, parce que l'honnêteté intellectuelle l'exige. Les humains sont des machines à reconnaître des schémas. Nous sommes tellement doués pour trouver des schémas que nous en trouvons même quand ils ne sont pas là. La tendance à percevoir des connexions significatives entre des choses sans rapport. C'est pourquoi les gens voient des visages dans les nuages et de la conspiration dans la coïncidence. C'est pourquoi quelqu'un peut regarder une dispersion aléatoire d'étoiles et voir un ours, un chasseur ou une grande ours avec un manche. Et c'est un risque réel quand on fixe des données sismiques, pendant une tempête géomagnétique, déjà préparée par les gros types, à s'attendre à quelque chose d'inhabituel. Mais voilà le contre-argument, et il compte. Reconnaître le risque d'apophénie ne signifie pas que chaque schéma est imaginaire. La méthode scientifique existe précisément parce que l'intuition humaine a besoin d'être vérifiée, parce que nous avons besoin d'un processus qui filtre les visages dans les nuages des choses qui sont réellement là. Et quand on vérifie l'intuition par rapport aux chiffres dans ce cas, les chiffres ne se dissipent pas immédiatement, hors de fave ou plus en 7 jours, distribués à travers les systèmes de la ceinture de feu du Pacifique, les dorsales médio-océaniques et les régions polaires simultanément. Ce n'est pas un schéma qui se dissout sous l'examen minutieux. Il devient plus intéressant, plus on le regarde soigneusement. Les archives historiques montrent des pics similaires. Il y a eu des semaines dans le passé où l'activité sismique était nettement supérieure à la référence, parfois de manière significative. La géophysique n'est pas un tambour parfaitement régulier. Mais ce qui rend ce regroupement différent, ce n'est pas seulement le nombre, c'est la distribution. Les précédents pics dans les archives historiques se centraient souvent sur une seule région connaissant un événement majeur suivi de sa séquence de répliques, gonflant considérablement le comptage régional, tandis que d'autres parties du monde restaient calmes. Thème géologiquement sans rapport sur plusieurs continents et fonds océaniques, sans un seul événement initiateur clair qui pourrait expliquer les autres, comme des conséquences en aval. Les chiffres ne semblent pas normaux, et ce qui rend cela vraiment digne de votre attention, ce n'est pas seulement le nombre de séismes qui se sont produits dans cette fenêtre, c'est où ils se sont produits et à quoi ressemble la carte quand on les représente tous en même temps. Parce que quand on fait ça, la géométrie devient très difficile à expliquer avec les modèles standards. Et la géométrie, il s'avère, est la partie de cette histoire qui porte les implications les plus inconfortables. Partie 3, des côtés opposés au même moment. Visualisez un globe dans votre esprit. Posez votre doigt sur les îles Shetland du Sud, situées à la pointe de la péninsule antarctique, s'enroulant dans l'océan australtique, s'enroulant dans l'océan austral vers le passage de Drake. Maintenant, poussez ce doigt en ligne droite à travers le centre de la Terre et voyez où il ressort. De l'autre côté, vous atterrissez quelque part dans le nord du Pacifique. Maintenant, regardez où se trouve le regroupement Tonga-Samoa. Maintenant, regardez où s'est produite la rupture de la dorsale médio-atlantique. Ces points ne sont pas des correspondances antipodiennes identiques. Dans tous les cas,
Mais la distribution à travers la surface de la planète trace quelque chose qui ressemble moins à une dispersion aléatoire et davantage à une couverture globale. Plusieurs systèmes de failles, plusieurs hémisphères, plusieurs contextes tectoniques, tous activés à l'intérieur de la même brève fenêtre de temps. Et la géométrie antipodienne compte dans ce contexte à cause de ce qu'elle implique physiquement. Si deux régions sismiquement sans rapport des côtés opposés de la planète s'activent presque simultanément, l'explication interne évidente, le transfert de contraintes à travers la croûte, protète à travers la croûte, se heurte à un problème fondamental que la physique ne vous laissera pas contourner. Les ondes sismiques voyagent à travers la Terre à des vitesses entre φ et kilomètres selon le type d'onde et le matériau dans lequel elles se déplacent. Compressionnelles traversent le manteau relativement vite et peuvent parcourir toute la planète en environ 1 minute. Les ondes voyagent plus lentement et ne pénètrent pas du tout le noyau externe liquide, ce qui crée une zone d'ombre de l'autre côté de la Terre par rapport à un séisme donné. Les mécanismes par lesquels un séisme pourrait directement en déclencher un autre à des milliers de kilomètres de distance, à travers des systèmes tectoniques complètement différents, sans connectivité de failles intermédiaires, ne tiennent pas dans les modèles standards. L'énergie s'atténue trop vite. Les systèmes de failles ne partagent pas de champ de contrainte. La géométrie des frontières de plaques ne les connecte tout simplement pas. Space Weather News a signalé publiquement ce schéma de distribution alors qu'il se déroulait. Et l'observation a résonné parce qu'elle articulait quelque chose qui tracassait déjà quiconque regardait attentivement les données. Les séismes peuvent en déclencher d'autres par déclenchement dynamique de contraintes. Là où des ondes sismiques passantes déstabilisent temporairement des failles voisines en modifiant l'état de contrainte suffisamment longtemps pour qu'un système en charge critique cède. C'est un mécanisme réel. Il a été documenté, mais le mot-clé là-dedans, c'est voisin. Les cas documentés de déclenchement à distance concernent des failles le long du même système de failles ou à l'intérieur de champs de contraintes régionaux, pas des points antipodiens séparés par tout le diamètre de la planète et assis sur des frontières tectoniques sans rapport. Pensez à frapper une cloche. Quand vous la frappez, toute la cloche vibre, chaque partie du métal répond à l'impulsion simultanément, ou presque, pas parce que chaque partie a déclenché la suivante, dans une chaîne d'interaction locale, mais parce que la force a été appliquée au système dans son ensemble, et que l'ensemble du système a répondu. La vibration est globale, parce que l'impulsion était globale. La question que soulève la distribution antipodienne est de savoir si quelque chose a frappé la Terre comme une cloche la semaine dernière, ponctuelle venant de l'intérieur, originaire d'une faille et rayonnant vers l'extérieur, une force globale venant de l'extérieur, appliquée à toute la surface simultanément, laissant le schéma de réponse déterminé par quelle partie du système était déjà préparée à répondre. Aucun mécanisme connu dans la sismologie traditionnelle ne rend compte de cela. Il n'existe pas de modèle accepté où un processus tectonique interne crée une activation simultanée de systèmes de failles sans rapport dans des hémisphères opposés en 60-20 heures. La géologie interne ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Les contraintes s'accumulent localement sur des années ou des décennies le long de zones de failles spécifiques définies par la géométrie des frontières de plaques. Elles ne se diffusent pas globalement, ne sautent pas à travers les bassins océaniques, n'atteignent pas à travers le manteau, pour toucher un système de failles de l'autre côté du monde. Donc, la question qui s'ensuit est presque inconfortable dans sa logique. Si le déclencheur n'est pas à l'intérieur de la Terre et que les mécanismes internes ne peuvent pas rendre compte de la distribution, où est-il? À la synchronisation de cette tempête géomagnétique, parce qu'une force externe, une force agissant sur la planète dans son ensemble simultanément, ne se soucierait pas de la connectivité des failles. Elle ne distinguerait pas entre la marge antarctique et l'arc des Tonga, parce qu'elle ne voyagerait pas du tout à travers la croûte. Elle appliquerait une pression partout en même temps, à travers un milieu entièrement différent. Et les failles qui répondraient dépendraient entièrement de celles qui étaient déjà les plus proches de leur point de rupture. Le schéma sur la carte ne prouve pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est exactement le schéma qu'on obtiendrait si quelque chose venant de l'extérieur faisait la poussée. Et le fait que nous disposons maintenant d'un mécanisme physique proposé pour expliquer comment cette poussée pourrait fonctionner rend le schéma considérablement plus difficile à rejeter qu'il ne l'était il y a encore 6 mois. L'indice de profondeur que tout le monde a raté. Voilà le détail que la plupart des couvertures ont complètement survolé.
Et c'est peut-être l'indice le plus important de tout le schéma. Le séisme des Shetland du sud du Devantars a frappé à 49 km de profondeur. Les événements du regroupement des Tonga du Tuatun 2, Mars se produisaient à environ 1 km de son fondeur. Ce sont des séismes extraordinairement superficiels. Pas seulement superficiels au sens vague du terme, superficiels d'une façon qui porte des implications physiques spécifiques, quant à la façon dont ils répondent à un forçage externe, et spécifiquement quant à la façon dont ils répondraient au type de mécanisme électrostatique que le modèle de l'Université de Kyoto propose. Pour comprendre pourquoi cela est important, il faut avoir une idée rapide du spectre de profondeur. Les séismes couvrent une gamme remarquable. Les séismes profonds se produisent entre 300 et 700 km sous la surface, originaires dans le matériau de la plaque subductée. Les séismes intermédiaires se produisent entre 70 et 300 toduni et 310 nimeters et 310 noteni. Les séismes superficiels, classifiés comme tout ce qui est au-dessus de 111 km, sont les plus courants et généralement les plus destructeurs, parce que la rupture est proche de la surface. Mais dans les séismes superficiels, il y a encore une énorme variation dans ce que signifie physiquement cette profondeur. 1 km est très différent de 60 km et 49 km. C'est presque à la surface. C'est moins de 5 km de roche entre la rupture et l'air libre. On pourrait conduire cette distance sur une autoroute en environ 3 minutes. Pourquoi cela compte-t-il pour la connexion avec la tempête solaire? Parce que les zones les plus superficielles de la croûte sont les plus sensibles aux changements de pression externe. La roche y est plus froide, plus fragile, plus fracturée, et souvent saturée de fluide, qui se déplace à travers le réseau de fractures sous pression. Ces zones de faille se trouvent dans ce que les géophysiciens appellent des conditions de contrainte critique, c'est-à-dire qu'elles sont déjà près de leur seuil de rupture. Elles verrouillées ne l'emportent pas sur les forces qui tentent de les faire glisser l'une contre l'autre par une grande marge. Elles sont équilibrées sur le fil du rasoir. Elles n'ont pas besoin d'une grande poussée pour se rompre. Elles ont besoin de juste assez de contraintes supplémentaires pour franchir la ligne. Pensez à une porte qui s'ouvre presque d'elle-même. Une porte qui a été poussée à 1 millimètre de son loquet. Le ressort est tendu. Le mécanisme est prêt. Vous n'avez pas besoin de la frapper. Vous avez besoin de souffler dessus. Et le souffle, dans ce cas, pourrait venir de 100 dans ce cas pourrait venir de 100 dans 5 millions de kilomètres. Le modèle de Kyoto prédit spécifiquement que quel que soit le mécanisme électrique solaire proposé, il aurait son effet le plus fort dans les zones superficielles fracturées de la croûte, pas dans le manteau ductile profond des choux, où les électrons ne se comportent pas de la même façon, pas dans les zones intermédiaires où la pression est énorme et où la roche a été transformée en quelque chose qui ne se fracture pas comme la roche de surface. Fracturée et saturée de fluide, là où les champs électriques peuvent pénétrer, là où la géométrie microscopique de la roche fissurée et des vides remplis d'eau créent les conditions nécessaires à l'amplification des charges. Le mécanisme n'a pas besoin de fournir une énergie énorme. Il a besoin d'en fournir juste assez pour pousser un système en contrainte critique au-delà du seuil. L'île Déception, située dans le système des Shetland du Sud, est un caldeira volcanique actif, l'un des rares endroits sur Terre où les navires peuvent effectivement naviguer à l'intérieur d'un volcan par une brèche dans la paroi du caldeira. La chaleur, le mouvement des fluides, le dégazage volcanique continu, tout cela maintient la croûte superficielle dans un état de fluctuation, de pression constante et d'altération chimique qui la maintient perpétuellement proche des seuils de rupture. L'arc des Tonga est l'une des chaînes les plus volcaniquement et sismiquement actives de la planète entière. Il abrite l'éruption Onga Tonga de janvier Vétoine puissante, enregistrée à l'ère instrumentale moderne. Ces deux régions sont géologiquement vivantes de façon qui maintiennent leur croûte superficielle dans un état presque constant de contrainte élevée et de mouvement de fluide. Ce ne sont pas des zones de faille stables, froides et mortes enfouies sous une roche ancienne non perturbée qui nécessiterait un forçage externe énorme pour se rompre. Ce sont des systèmes fonctionnant déjà près de leurs limites, maintenus là par une activité géologique interne continue. Et tous les séismes, dans ce regroupement de 70 heures, qui ont retenu le plus l'attention étaient superficiels. Pas modérément superficiels, extrêmement superficiels. Extrêmement superficiels. Les failles les plus superficielles seraient les premières à répondre à tout signal de pression externe, aussi faible soit-il. Et le schéma des failles, qui ont répondu ressemble exactement au schéma qu'on prédirait si on ciblait spécifiquement les failles les plus sensibles au forçage électrostatique
venant d'en haut, Partify, la tempête solaire qui est arrivée pile au bon moment. Parlons de ce qui se passait dans l'espace pendant ces mêmes Sodantideurs. Parce que la synchronisation ici est soit l'une des coïncidences les plus remarquables de mémoire récente, soit quelque chose qui mérite vraiment d'être pris au sérieux par quiconque l'examine avec un esprit ouvert et une volonté de suivre les données où qu'elles mènent. Le dit suivre les données où qu'elles mènent. Le 18 mars, le Soleil a lancé une éjection de masse coronale. Un grand nuage de plasma transportant des milliards de tonnes de matériaux solaires magnétisés s'est propulsé à travers le système solaire à des vitesses qui le mettraient sur Terre en environ 10 jours. Ce n'est pas un événement inhabituel pendant le maximum solaire. Le Soleil lance des CME régulièrement, parfois plusieurs par jour pendant les périodes actives. Ce qui détermine si une CME donnée est significative pour la Terre n'est pas seulement sa taille ou sa vitesse, mais l'orientation de son champ magnétique. Spécifiquement, si le champ intégré dans le nuage de plasma pointe vers le sud quand il arrive, ce qui détermine l'efficacité avec laquelle il se coupe le champ magnétique terrestre. Le 20 mars, le bord d'attaque de ce nuage est arrivé. La magnétosphère s'est comprimée. Les indices géomagnétiques ont commencé à grimper en quelques heures. Le 21 mars, la tempête avait atteint la classification G3, le niveau fort sur l'échelle à fin niveau de la NOAA, 2 crans sous la catégorie la plus extrême. L'indice Kp, qui mesure la perturbation géomagnétique globale sur une échelle de 0 à 9, a atteint 7. Les vitesses du vent solaire se situaient autour de 700 km/h, environ 2 fois la vitesse de fond habituelle de 300 à 400 km, que le vent solaire maintient pendant les périodes plus calmes. La composante sud du champ magnétique interplanétaire, désignée BES, est tombée à 2,30 nanotelas. Cette orientation vers le sud est le facteur critique. Quand BES pointe vers le sud, il s'aligne antiparallèlement au champ northward de la Terre à la magnétopause, ce qui permet à la reconnexion magnétique de se produire, permettant essentiellement au champ magnétique du vent solaire de fusionner avec celui de la Terre et de pomper l'énergie directement dans la magnétosphère. Un biseau fortement négatif. C'est la tempête solaire qui déverrouille la porte et entre eux sans invitation. Des aurores sont apparues à travers des parties de l'Europe, de l'Amérique du Nord, et même des endroits à des latitudes plus basses qui les voient rarement. Des gens en Allemagne, en Pologne, dans le nord des États-Unis et dans des parties du Royaume-Uni, sont sortis et ont regardé des rideaux verts et rouges ondoyés dans des ciels qui ne montrent normalement rien de plus dramatique que des nuages. L'événement a été largement photographié et partagé. C'est ainsi que les tempêtes géomagnétiques font les actualités de nos jours. Pas par des annonces officielles, mais par des milliers de personnes publiant simultanément des photos de couleurs dans le ciel, qui ne devraient pas y être. Les conditions G2 qui ont suivi le pic signifiaient que les effets de la tempête se sont poursuivis pendant plus de 20 heures. Après l'impact initial, maintenant une perturbation géomagnétique élevée, bien dans le fin de mars. Maintenant superposer cette chronologie sur la séquence sismique avec précision. La magnitude 606 des Shetland du Sud a frappé le 23 mars, le même jour que l'arrivée de la CME et le début de la perturbation géomagnétique, avant le pic de la tempête. La magnitude 6 de la dorsale médio-atlantique a frappé le 21 mars, pendant l'activité maximale de la tempête, quand le Kp était à son plus haut. Le regroupement de 3 séismes significatifs de Tonga-Samoa a frappé le 21 mars, après le pic mais alors que les conditions G2 persistaient encore et que la magnétosphère restait perturbée. Avant, pendant, après. 3 phases de la tempête, 3 phases du regroupement sismique. Les événements s'encadrent dans le cycle de vie de la tempête d'une façon qui est presque chorégraphiée, presque trop nette pour être accidentelle, presque, mais pas tout à fait. Ce qui est exactement là où vit l'attention scientifique. La recherche publiée dans des revues à comité de lecture a signalé des corrélations entre l'activité des tempêtes géomagnétiques et l'occurrence des séismes à travers plusieurs ensembles de données indépendants. Les séismes apparaissant souvent non pas au pic de la tempête, mais avec un décalage d'environ 24 heures. Le regroupement des Tonga arrivant le 22 mars se situe précisément dans cette fenêtre de décalage par rapport au pic du 21 mars. Pas approximativement, précisément. Si vous aviez lu les études de corrélation publiées, avant que la semaine commence et les aviez utilisées pour prédire quand les séismes apparaîtraient le plus probablement par rapport à la chronologie de la tempête, vous auriez désigné le 22 mars. Est-ce une preuve? Non. Ce mot doit être dit clairement et sans gêne.
La corrélation n'est pas la causalité. Et dire cela n'est pas une pirouette. C'est l'honnêteté scientifique de base qui vous protège de tirer des conclusions que les données ne soutiennent pas encore. Partie 6. Le mécanisme de l'Université de Kyoto. En février 2026, les chercheurs Mizuno, Kalo et Umeno de l'Université de Kyoto ont publié un travail proposant quelque chose que les communautés de sismologie et de météorologie spatiale cerclaient depuis des années sans jamais s'y engager pleinement dans un cadre cohérent et unique. Ils ont proposé un mécanisme physique complet pour expliquer comment les changements dans l'ionosphère, entraînés par l'activité solaire, pourraient se traduire par des changements de contraintes mesurables à l'intérieur de la croûte terrestre. Pas une corrélation statistique présentée sans explication. Pas un argument nébuleux sur les champs d'énergie et les connexions planétaires. Un mécanisme, étape par étape, avec la physique. Le cœur de l'idée, c'est le couplage électrostatique. Ce n'est pas du mysticisme. Et ce n'est pas de la spéculation New Age sur les vibrations cosmiques. C'est de la physique appliquée ancrée dans des principes bien établis de l'électrostatique et de l'électricité atmosphérique. Et la façon de la comprendre commence par une structure qui existe déjà dans la science atmosphérique classique et qui a été étudiée depuis plus d'un siècle. Le circuit électrique global. La surface de la Terre porte une charge nette, négative. L'ionosphère, la couche électriquement active de la haute atmosphère, se situant à environ 60 Hz à 10 km au-dessus de vous en ce moment, porte une charge nette positive. Entre les deux se trouve l'atmosphère, agissant comme un milieu faiblement conducteur qui permet un flux de courant lent et continu. Le résultat est un condensateur naturel, deux plaques chargées séparées par un isolant, maintenant une différence de tension d'environ 300 volts entre le sol et l'ionosphère dans des conditions calmes normales. Cette structure existe, qu'il y ait une tempête solaire ou non. C'est une caractéristique permanente de l'architecture électrique de la planète que les manuels décrivent depuis des générations. Ce que le modèle de Kyoto propose, c'est que pendant les périodes d'activité solaire élevée, quand des particules chargées et des rayonnements intenses inondent la haute atmosphère, le contenu total en électrons de l'ionosphère augmente de façon significative. Le TEC est une mesure du nombre d'électrons libres dans une colonne d'ionosphère au-dessus d'un point donné à la surface. I est mesuré en continu par des réseaux de récepteurs GPS qui suivent le léger retard que les rayonnements solaires introduisent dans les signaux satellitaires. En passant par l'ionosphère, pendant les tempêtes géomagnétiques, le TEC monte en flèche d'une façon bien documentée et régulièrement surveillée. Plus d'électrons dans l'ionosphère signifie une plus grande densité de charge dans la plaque supérieure de ce condensateur naturel. Et quand la densité de charge sur une plaque d'un condensateur change, le champ électrique entre les plaques change proportionnellement. Mais voilà où le modèle devient plus spécifique et considérablement plus intéressant. L'équipe de Kyoto n'a pas simplement décrit un simple renforcement du champ électrique, de haut en bas uniformément entre l'ionosphère et le sol. Elle a décrit un système en couches avec une structure interne. La croûte elle-même, particulièrement la croûte supérieure fracturée et saturée de fluide où se produisent les séismes superficiels, se comporte comme un empilement de condensateurs plus petits nichés dans le plus grand condensateur atmosphérique. La roche fracturée contient des espaces de vide à l'échelle nanométrique entre les grains minéraux, le long des surfaces de fracture et à l'intérieur de la structure cristalline de la roche elle-même. Contenir de l'eau supercritique, de l'eau dans des conditions de température et de pression si extrêmes qu'elle existe dans un état entre liquide et gaz, présentant des propriétés électriques inhabituelles, notamment des constantes diélectriques très élevées qui lui permettent de stocker et d'amplifier la charge électrique beaucoup plus efficacement que l'eau ordinaire. Ces condensateurs microscopiques à l'intérieur de la roche peuvent être chargés et déchargés par le champ, se propageant vers le bas depuis l'ionosphère. Le résultat, si le modèle est correct, est que les champs électriques renforcés d'une tempête géomagnétique ne s'arrêtent pas simplement à la surface, ni ne se dissipent inoffensivement dans le sol superficiel. Ils pénètrent dans la croûte et se concentrent dans les zones exactes où la roche fracturée et remplie de fluide crée des conditions favorables à l'amplification des charges. L'énergie est transférée sans contact physique entre l'ionosphère et la roche. Aucune particule n'a besoin de se déplacer de l'ionosphère dans le sol. Travail. De la même façon qu'un champ magnétique changeant induit un courant dans un fil, sans le toucher. De la même façon qu'un aimant peut déplacer un objet métallique sans faire de contact. Et de façon cruciale,
Ce mécanisme ne nécessite pas une énorme livraison d'énergie pour produire un effet physique sur une zone de faille. La zone de faille n'a pas besoin d'être alimentée par la tempête solaire, comme une machine est alimentée par son carburant. Elle a besoin d'être poussée. Si une faille est déjà dans un état de contrainte critique, la composante de pression électrostatique supplémentaire, même mesurée en fractions de mégapascal, pourrait suffire à déclencher une rupture qui allait de toute façon se produire. Peut-être juste des jours ou des semaines plus tard. La tempête ne brise pas la faille. Elle fait avancer le moment d'une rupture qui était déjà en route. Et cette distinction entre cause et déclencheur est la distinction la plus importante de toute cette histoire. Partie 7. La pression venue de l'espace et pourquoi elle est controversée. L'estimation de l'Université de Kyoto pour la pression électrostatique qui pourrait être générée à l'intérieur de zones crustales, en contrainte critique par l'amélioration ionosphérique, lors d'une tempête géomagnétique significative, s'élève à plusieurs mégapascals. Mettons ce nombre en contexte. Parce que le mégapascal n'est pas une unité que la plupart des gens rencontrent dans les conversations quotidiennes, et le contexte compte énormément pour comprendre pourquoi cette estimation a généré autant d'attention que de scepticisme à parts égales. 1 mégapascal représente environ 1 mégapascal livre par pouce carré. Pour référence, un pneu de voiture standard tourne à environ 2 à 3 fois la pression atmosphérique, ce qui se traduit par environ 200 à 300 kPa, soit Q à 3 mégapascal. Plusieurs mégapascales signifient qu'on parle de centaines de livres par pouce carré de pression supplémentaire potentiellement appliquée à des zones de faille par ce mécanisme de couplage électrique. Ce n'est pas une pression négligeable appliquée à une roche déjà près de la rupture. Même une fraction de cela pourrait compter. Comparez maintenant avec les forces de marée, l'exemple le plus fréquemment cité d'une influence externe, sur l'activité sismique et que la sismologie mainstream reconnaît déjà avec un confort raisonnable. L'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil sur la Terre solide produit des changements de contrainte dans les roches crustales, de l'ordre d'environ 1 à 1 mégapascal. C'est de la science acceptée. Des articles ont montré que les taux de séisme dans certaines zones de faille sont modestement mesurablement plus élevés pendant les périodes de contrainte de marée plus fortes, notamment dans les régions avec des failles en charge critique. L'effet est faible. Il ne supplante pas le chargement tectonique, mais il est réel et documenté. Les estimations du modèle de Kyoto, si elles sont correctes, suggèrent que les forces électrostatiques d'origine solaire, lors d'une tempête géomagnétique significative, pourraient être entre 100 et 1,0 fois plus fortes que les forces de marée, dont nous savons déjà qu'elles affectent les systèmes sismiques. Entre 100 et 1,0 fois plus fortes que les marées. Cet article a généré de l'attention. C'est aussi précisément la raison pour laquelle il a généré un scepticisme significatif de la part de chercheurs qui étudient la mécanique des failles et la physique des séismes. La réaction de la communauté de recherche sur les séismes aux résultats de Kyoto a été mesurée et prudente, et la prudence est scientifiquement légitime plutôt que réflexivement conservatrice. Le mécanisme proposé implique une mise à l'échelle du comportement électrique à l'échelle nanométrique dans de minuscules vides rocheux jusqu'aux échelles de zones de faille, s'étendant sur des kilomètres ou des dizaines de kilomètres. C'est un saut d'échelle de nombreux ordres de grandeur, et la physique ne se comporte pas toujours de façon prévisible à travers ce type de saut d'échelle. Ce qui fonctionne à l'échelle nanométrique dans un échantillon de laboratoire de granit fracturé ne se réplique pas automatiquement quand on essaye d'appliquer les mêmes mathématiques à une zone de faille qui s'étend sur 50 km en longueur et descend à travers toute la croûte fragile. Les étapes intermédiaires dans cet argument de mise à l'échelle nécessitaient des hypothèses. Et des hypothèses, à chaque étape, peuvent se combiner en erreurs significatives à la fin. Il y a aussi la question des explications concurrentes qui doit toujours être posée honnêtement. Quand on observe une corrélation temporelle entre deux phénomènes, la réponse scientifique la plus conservatrice est de demander si l'explication plus simple, la pure coïncidence, est suffisante avant de tendre la main vers un mécanisme causal. Le modèle de Kyoto fournit la partie mécanisme physique de cette exigence de façon plus convaincante que tout ce qui a précédé. Que les estimations de magnitude survivent au contact avec la modélisation détaillée des zones de faille est une question qui prendra des années de recherche et de suivi pour être pleinement résolue. Mais le mécanisme lui-même, le couplage électrostatique à travers le circuit électrique global et la structure de microcondensateurs nichés de la croûte fracturée, est ancré dans la physique réelle
Ce n'est pas le mécanisme qui est en question, mais l'ampleur de l'effet. Beaucoup plus traitable que d'essayer de défendre un mécanisme qui n'a aucune base physique. Partie 8. Le décalage d'un jour dont personne ne parle. Il existe une recherche publiée qui ne reçoit pas l'attention qu'elle mérite, et elle se connecte directement à la synchronisation du regroupement Tonga-Samoa du 22 mars d'une façon difficile à rejeter une fois que vous la voyez clairement exposée par rapport à la chronologie. En 2021, une étude publiée dans Nature Scientific Reports a trouvé une corrélation statistiquement significative entre la densité des protons solaires et l'occurrence de séismes de magnitude 5 ou plus au niveau mondial, avec un décalage d'environ 1 facteur entre la mesure solaire et la réponse sismique. Pas simultanément, pas des semaines plus tard, pas une vague fenêtre de plusieurs jours qui pourrait signifier presque n'importe quoi. Un jour, un délai spécifique, mesurable, reproductible qui apparaissait systématiquement dans l'ensemble de données quand les chercheurs effectuaient leur analyse. Cette précision n'est pas un détail mineur. C'est le détail qui rend la découverte scientifiquement intéressante, plutôt que simplement suggestive. L'implication d'un décalage est en réalité plus scientifiquement intéressante et plus diagnostiquement utile que la simultanéité ne l'aurait été. Et il vaut la peine de s'arrêter sur ce point, parce qu'il va à contre-courant de la façon dont la plupart des gens pensent intuitivement à la cause et à l'effet. Un décalage d'un jour suggère un processus qui prend du temps à se terminer. Transfert d'énergie, redistribution, propagation à travers un milieu qui répond avec un délai intégré dans ses propriétés physiques. Cette signature est plus cohérente, avec un véritable mécanisme physique, spécifiquement le type d'accumulation et de décharge électrostatique progressive que le modèle de Kyoto décrit, qu'avec une coïncidence ou un artefact mesure. Pensez à ce que le mécanisme de Kyoto implique réellement, étape par étape. Une CME arrive et comprime la magnétosphère. L'ionosphère répond à l'environnement électromagnétique modifié sur une période d'heures. Au fur et à mesure que la tempête se développe, le contenu total en électrons augmente. Le renforcé entre l'ionosphère et la surface commence à se propager vers le bas dans la croûte. Les structures de microcondensateurs dans la roche superficielle fracturée et saturée de fluide commencent à répondre aux conditions de change. Les charges s'accumulent. La pression électrostatique augmente de façon incrémentielle dans le réseau de fracture. Et finalement, dans une zone de faille déjà en contrainte critique, cette pression accumulée franchit le seuil et déclenche la rupture. Chaque étape de cette chaîne prend du temps. L'ensemble de la séquence, de l'impact de la CME au changement de contrainte crustale à la rupture de la faille, se déroulant sur environ 25 heures n'est pas seulement plausible compte tenu du mécanisme. C'est approximativement ce qu'on prédirait si on travaillait à travers la physique de combien de temps prend chaque étape. L'étude de 21 n'était pas un résultat isolé d'un seul groupe de recherche travaillant avec un ensemble de données limité, présenté à la réunion annuelle de l'Union géophysique américaine. En 21-20 a examiné des ensembles de données plus longs couvrant plusieurs cycles solaires, remontant à des décennies dans certains cas, et a trouvé des schémas de corrélation cohérents entre les paramètres du vent solaire et les taux d'événements sismiques sur des périodes multiannuelles. L'accord à travers des approches méthodologiquement indépendantes est significatif en science, quand différents groupes utilisant différents outils convergeant vers la même réponse. Cette convergence a plus de poids que n'importe quelle étude unique, quelle que soit la prudence avec laquelle cette étude a été conduite. Le signal n'était pas énorme. Il est important de le dire clairement. La corrélation entre les conditions du vent solaire et les taux de séisme n'est pas si forte qu'elle ressort immédiatement des données. Elle n'est pas assez forte pour être utilisée comme outil de prévision autonome d'une façon fiable au sens opérationnel. L'effet explique seulement une fraction de la variance dans le calendrier des séismes. La majorité de cette variance est encore expliquée par les taux de chargement tectonique. La géométrie des failles, l'histoire des failles et les conditions mécaniques spécifiques des zones de failles individuelles. Ces facteurs dominent. Le signal solaire est une influence secondaire chevauchant un signal primaire beaucoup plus grand. Mais voilà pourquoi la corrélation est encore d'une immense importance, même si elle n'est pas assez forte pour la prédiction. L'absence d'une forte corrélation aurait plaidé contre toute connexion physique réelle. La présence d'une corrélation faible mais cohérente, apparaissant à travers plusieurs ensembles de données indépendants, assemblés par plusieurs groupes de recherche indépendants, utilisant plusieurs méthodologies indépendantes, plaide en faveur d'une connexion réelle, même si la taille de l'effet est modeste.
Il y a une autre couche structurelle à cette histoire qui ajoute une périodicité répétitive et rend l'ensemble de l'hypothèse testable d'une façon très spécifique et concrète. Le Soleil tourne sur son propre axe environ, tous les 27 jours vus de la Terre. À la surface solaire, tourne dans et hors d'alignement avec la Terre sur ce cycle de Dwasset-Sévère. Solaire tourne dans et hors d'alignement avec la Terre sur ce cycle de Dwasset-Sévère. Quand une région active fait face à la Terre, les conditions à notre planète deviennent plus perturbées. Quand cette même région tourne vers le côté opposé du Soleil, les conditions se calment, puis 7 jours plus tard. Si la région survit, elle revient dans le champ de vision et la perturbation revient. Cela crée une périodicité naturelle dans le forçage solaire, atteignant la Terre qui opère sur une échelle de temps d'environ semaines. Si l'activité solaire influence génuinement les taux sismiques avec un décalage reproductible de 20 quarts-heure, on s'attendrait à voir une légère périodicité dans les données sismiques à des intervalles d'environ z jours. Un rythme subtil dans les taux d'occurrence des séismes qui montent et descendent en synchronie approximative avec la rotation du Soleil. Certains chercheurs examinant le catalogue mondial des séismes prétendent avoir trouvé exactement ce signal enfoui dans les données. Une périodicité de 27 jours, dans les taux sismiques qui correspond suffisamment étroitement à la période de rotation solaire pour mériter une investigation sérieuse. Cette affirmation est contestée. Elle se situe près du plancher de bruit des ensembles de données disponibles. Mais l'hypothèse de périodicité de 27 jours est une prédiction testable qui peut en principe être vérifiée par rapport à des ensembles de données croissants à mesure que les réseaux de surveillance sismique continuent d'étendre leur couverture mondiale. Une hypothèse qui peut être testée et potentiellement réfutée est une hypothèse scientifique, un schéma qui continue d'apparaître dans plusieurs ensembles de données indépendants à travers plusieurs groupes de recherche utilisant plusieurs méthodologies, pointant systématiquement vers une connexion entre le comportement du Soleil et la réponse sismique de la Terre. Et le type de schéma qui finit par cesser d'être une curiosité et de devenir une découverte. L'horloge de cette transition tourne depuis un moment, et les événements des 72 dernières heures viennent d'ajouter un autre tic, P9, l'hypothèse de la boucle de rétroaction. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici a pointé dans une direction. Le Soleil affecte la Terre. L'activité solaire modifie l'ionosphère et, à travers le mécanisme de couplage électrostatique que le modèle de Kyoto décrit, ces changements peuvent atteindre la croûte et influencer le moment où des failles déjà contraintes décident de se rompre. C'est la direction dans laquelle les chercheurs ont regardé le plus intensément, de haut en bas, depuis l'espace vers le sol. Mais il y a une deuxième direction, et elle renverse tout le tableau d'une façon qui a des implications significatives pour la façon dont nous pensons à la prévision des séismes, à la science planétaire et à la nature fondamentale de la Terre, en tant que système. Plusieurs groupes de recherche indépendants travaillant avec des données satellitaires ont maintenant documenté des anomalies ionosphériques qui apparaissent avant les grands séismes, pas pendant le séisme, pas dans les heures qui suivent, avant, parfois des jours avant. L'ionosphère au-dessus d'un futur épicentre de séisme montre des changements mesurables dans la densité d'électrons, dans les caractéristiques de propagation des ondes radio, dans les valeurs de contenu total en électrons, apparaissant dans les données des jours avant que la rupture en surface se produise réellement. Le sol n'a pas encore bougé. Aucune onde sismique n'a été générée. Aucune faille n'a glissé. Mais l'atmosphère au-dessus de la future zone de rupture se comporte déjà différemment. Le séisme de Noto Vettvant-Vantfar au Japon, qui a frappé la péninsule de Noto le 1er janvier de cette année et a causé des destructions généralisées et plus de 200 morts, était accompagné de signaux ionosphériques présismiques que les chercheurs ont identifiés rétrospectivement dans les données satellitaires. La séquence de séismes de Birmanie en 20 ans 20 fin a montré des signatures similaires dans les mesures TEC satellitaires avant les événements principaux. L'activité sismique des îles Caïmans d'Andranat-Fincagne a également généré des signatures ionosphériques que les analystes ont signalées en examinant les données pré-événements. Chaque cas étudié indépendamment par des équipes de recherche, séparées travaillant avec des ensembles de données différents pointaient vers la même conclusion. Quelque chose se passant en profondeur dans la croûte laissait une trace détectable dans l'atmosphère au-dessus. Et cette trace était visible avant le séisme, pas après. Le mécanisme proposé pour ces signaux ionosphériques présismiques fonctionne du sol vers le haut. À mesure que la contrainte s'accumule dans la croûte, dans les jours ou les semaines avant une rupture majeure,
La roche subit une microfracture, l'ouverture de minuscules fissures le long des joints de grains, qui se propagent à travers la structure cristalline de la croûte à mesure que l'énergie élastique stockée approche du seuil de défaillance catastrophique. Cette microfracture libère des gaz piégés, notamment le radon, un gaz noble radioactif qui se forme naturellement par la désintégration de l'uranium et du thorium dans les roches crustales, et qui dans des conditions normales reste enfermé dans la matrice minérale. La contrainte mécanique sur les réseaux cristallins du quartz et d'autres minéraux piézoélectriques dans la croûte génère des charges électriques. C'est l'effet piézoélectrique, un phénomène physique bien connu, dans lequel la déformation de certaines structures cristallines produit une séparation de charges positives et négatives. Le quartz, l'un des minéraux les plus abondants dans la croûte continentale, est fortement piézoélectrique, à mesure que la contrainte s'accumule sur un système de failles. D'innombrables cristaux piézoélectriques, microscopiques, dans tout le volume contraint génèrent de minuscules charges électriques. Ces charges s'accumulent, s'alignent et trouvent des voies pour se propager vers le haut, à travers le réseau conducteur de roches saturées d'eau souterraine, à travers la basse atmosphère, et finalement dans l'ionosphère, où elle modifie la densité locale d'électrons d'une façon que les instruments GPS et radars embarqués sur satellite peuvent détecter comme un changement dans le contenu total en électrons. La roche contrainte diffuse dans ce modèle son état interne, vers le haut, à travers la structure électrique de la planète, transmettant un signal que les instruments dans l'espace peuvent potentiellement détecter, avant que la rupture ne se produise. Si les deux directions de ce couplage sont réelles, et les preuves des deux augmentent, même si ni l'une ni l'autre n'est encore définitive, alors le tableau qui émerge n'est pas une voie à sens unique, allant de l'input solaire à l'output sismique. C'est une boucle de rétroaction. La contrainte s'accumulant dans la croûte modifie les propriétés électriques de la roche et de l'atmosphère au-dessus. Ces changements modifient la quantité d'énergie qui se couple depuis l'ionosphère dans la croûte quand une tempête solaire arrive. La croûte modifiée, préconditionnée par son propre état de contrainte interne, répond différemment au forçage solaire qu'une croûte non contrainte ne le ferait. La Terre et l'ionosphère maintiennent une conversation électrique, continue l'une avec l'autre, le Soleil contribuant à cette conversation depuis 100 infinitions, depuis 100 infinitions, depuis 100 infinitions, depuis 1 mètre. 100 fait 1 million de kilomètres. Ces contributions modulées par l'état interne de la planète à laquelle il s'adresse. Ce cadre bidirectionnel a des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la question du déclenchement des séismes. Il suggère que l'ionosphère au-dessus d'une région tectoniquement active n'est pas simplement un récepteur passif de l'input solaire. C'est aussi une sorte de lecture imparfaite, bruyante, difficile à interpréter, mais réelle, de l'état de contrainte de la croûte en dessous. L'ionosphère porte l'empreinte de la géologie. L'implication de ce modèle bidirectionnel est que la Terre n'est pas simplement un objet géologique passif, avançant lentement dans ses cycles tectoniques, en isolement de l'environnement spatial qui l'entoure. Son état de contrainte interne à tout moment est partiellement reflété dans les propriétés électriques de l'atmosphère au-dessus. La planète n'est pas inerte, la croûte diffuse. L'ionosphère écoute, le Soleil crie parfois, et le message qui voyage entre eux circule dans les deux sens simultanément. Nous commençons seulement à comprendre cela maintenant, équipés pour la première fois de la bonne combinaison d'outils. Des réseaux GPS mondiaux fournissant des mesures continues de contenu total en électrons, des constellations de satellites surveillant l'ionosphère, depuis le haut avec une précision croissante, des cadres théoriques comme le modèle de Kyoto fournissant l'ancrage physique pour interpréter ce que les données montrent. Ce qui reste, c'est le travail de transformer ce cadre émerge en quelque chose d'assez fiable pour être opérationnellement utile. Les signaux ionosphériques présismiques, même s'ils sont réels, ne constituent pas encore une base pour des avertissements sismiques, mais la direction est claire. La Terre, l'atmosphère et le Soleil ne sont pas trois systèmes séparés, fonctionnant en parallèle. Ils sont un seul système, couplé électriquement à travers chaque couche, depuis la croûte profonde jusqu'aux confins de l'ionosphère. Et la conversation commence seulement à apprendre à lire. Partitone. Là où la science s'arrête et la spéculation commence à ce stade d'une histoire comme celle-ci, certaines théories ont tendance à faire surface avec une régularité remarquable. Attirées dans le récit par le champ gravitationnel de tout ce qui combine tempête solaire, séismes et suggestions de mécanismes cachés. Elles arrivent non pas comme des questions, mais comme des affirmations,
non pas comme de la curiosité, mais comme des conclusions. Et elles portent avec elles l'énergie particulière d'idées répétées si souvent dans tant de coins d'Internet que la répétition elle-même a fini par fonctionner comme une forme de preuve. Elles doivent être abordées directement plutôt que laissées flotter en arrière-plan. Les reconnaître n'est pas la même chose que les légitimer. C'est en fait la seule façon d'être juste envers la vraie science, qui est suffisamment intéressante pour ne pas avoir besoin des distorsions introduites par la théorie du complot. L'installation HAARP en Alaska est mentionnée chaque fois qu'il y a une activité géomagnétique inhabituelle combinée à des événements sismiques. Elle arrive dans les sections de commentaires et les forums, avec la régularité d'une formation géologique inamovible et apparemment immune à l'érosion par l'épreuve. Le High Frequency Active Auroral Research Program est une vraie installation qui mène de vraies recherches, ionosphériques en utilisant des ondes radio à haute fréquence pour étudier les propriétés de la haute atmosphère. Elle est exploitée par l'Université d'Alaska Fairbanks et a produit une science authentiquement utile sur la physique ionosphérique, une recherche qui, dans certains cas, chevauche de façon significative les types de sujets abordés dans cette vidéo. Les expériences de chauffage ionosphérique, les études de propagation des ondes, les mesures de densité électronique. Ce sont des domaines d'enquête légitimes et HAARP y a contribué. HAARP n'est également vraiment pas capable de produire le type d'effet dont on parle ici. Et la raison à cela n'est pas une question d'opinion, de crédibilité institutionnelle ou de qui vous choisissez de croire. C'est une question de physique de base, et les chiffres ne sont pas assez proches pour rendre la question intéressante. La puissance totale de sortie de HAARP à sa capacité opérationnelle maximale est d'environ 36 MW. C'est assez pour alimenter un petit quartier. L'énergie délivrée à la magnétosphère par une tempête solaire G3, un événement modéré à fort, est mesurée en dizaines de milliers à des millions de mégawatts équivalents sur la durée de l'événement. HAARP est une bougie. Le Soleil est une étoile. Suggérer que AOR a causé ou déclenché la tempête géomagnétique G3 du 3 mars nécessite de croire qu'un émetteur radio de 36 MW, situé dans un champ en Alaska, peut rivaliser avec la sortie électromagnétique d'une éjection de masse coronale d'une fournaise thermonucléaire de 800 km de diamètre. Ce n'est pas un écart de compréhension que plus de recherches pourraient combler. Ce n'est pas une question de technologie classifiée qui pourrait combler la différence. C'est une différence de nombreux ordres de grandeur que nulle créativité conspiratrice ne peut couvrir. Parce que la physique n'a pas d'annexe classifiée où les règles sont différentes. Il y a aussi des affirmations circulant dans certains espaces en ligne, selon lesquelles les gouvernements possèdent déjà une technologie fonctionnelle de prévision des séismes basée sur la surveillance ionosphérique et la dissimulent délibérément. La réponse honnête ici est plus nuancée qu'un rejet catégorique. Et cette nuance est en partie pourquoi l'affirmation continue de circuler. La science de l'utilisation des précurseurs ionosphériques pour la prévision des séismes est réelle. Elle est activement recherchée par des institutions scientifiques légitimes, avec des ressources importantes et sans intérêt particulier à garder leur travail secret. La Chine a lancé des satellites dédiés. La série CSS, le programme de satellites électromagnétiques, séismo-ionosphériques, conçu explicitement pour surveiller les anomalies électriques ionosphériques au-dessus des régions sismiquement actives. La Russie a mené des recherches similaires. Le Japon a investi substantiellement dans la surveillance ionosphérique et la détection des signaux présismiques. Si la dissimulation est réelle, c'est une dissimulation remarquablement poreuse, menée entièrement au grand jour, en plusieurs langues, à travers des dizaines d'institutions et de pays, qui ne sont pas autrement remarquables pour leurs arrangements de partage d'informations coopératifs. La question de savoir si cette recherche a produit une technologie de prédiction fonctionnelle est une vraie question séparée de celle de savoir si les signaux sous-jacents sont réels. L'état actuel de la littérature publiée suggère que les signaux ionosphériques présismiques existent et sont détectables rétrospectivement. C'est scientifiquement significatif. Mais la détection rétrospective et la prévision prospective ne sont pas du tout la même chose. Et c'est là que vit le vrai défi scientifique. Pour qu'un signal soit utile comme avertissement, il doit être détectable à l'avance avec suffisamment de délai, de façon suffisamment fiable pour générer un rapport signal sur bruit significatif, sans produire tant de fausses alarmes que le système d'avertissement perd sa crédibilité. Les signaux ionosphériques ne répondent pas encore à ces exigences.
Ce n'est pas la même chose que de la dissimulation. Ce n'est pas la même chose que de la dissimulation. C'est qu'une science qui n'a pas encore franchi le seuil d'ingénierie, allant de l'observation en laboratoire au système opérationnel. Partie élevant, le cycle solaire 2020, partie dépasse les attentes. Qu'un dépasse les attentes. Tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici s'inscrit dans un contexte plus large qui rend le moment présent particulièrement significatif. Pas seulement comme une anomalie d'une semaine ou une seule coïncidence frappante d'activité solaire et sismique, mais comme le potentiel chapitre d'ouverture d'une période pluriannuelle d'interaction solaro-sismique élevée, contrairement à tout ce que l'ère de surveillance moderne a eu les instruments pour observer et documenter correctement. Ce contexte, c'est le cycle solaire d'Antinfine. Et il ne se comporte pas de la façon dont les gens dont c'est le travail de prévoir ces choses ont dit qu'ils le feraient. Le Soleil opère sur un cycle d'environ et d'événements, oscillant entre des périodes de calme relatif, appelées minimum solaire, et des périodes d'activité accrue, appelées maximum solaire. Nous suivons ces cycles avec une instrumentation fiable depuis le milieu du XIXe siècle. Le cycle 25 a commencé vers décembre 2020 solaire, succédant au cycle FICFAR notamment faible qui l'avait précédé, minimum solaire, succédant au cycle 30ACOM, photo qui l'avait précédé. Quand la NOAA et le groupe d'experts internationaux sur les prévisions solaires se sont réunis pour émettre la prédiction officielle pour le cycle solaire 30. La prévision formelle appelait à un maximum solaire, avec un nombre de tâches solaires, lissé d'environ 100. En fin d'ère, l'essai d'environ 100 ans de fils, le plaçant en dessous de la moyenne historique des cycles modernes. Cette prévision a été erronée de façon significative et de plus en plus difficile à ignorer. Le cycle solaire d'Ouintin 5 a commencé à dépasser les nombres de tâches solaires prévues systématiquement à partir d'environ 20 Ouintin 3, accélérant à un rythme qui a laissé la prévision officielle derrière. D'ici Douin 30 ans, le cycle suivait bien au-dessus non seulement de la prévision officielle, mais de la moyenne historique de tous les cycles mesurés à l'ère moderne. Certains mois ont enregistré des nombres de tâches solaires approchant ou dépassant presque le double de la valeur de pic prévue. Le cycle a été décrit par les physiciens solaires comme l'un des plus forts vus depuis des décennies. Et que l'environnement solaire, dans lequel se produisent les événements de fin mars 2026, est substantiellement plus actif que prévu quand le cycle a commencé. Le pic du cycle, le maximum solaire, était anticipé dans la fenêtre 20-20-20-26. Et selon les indicateurs disponibles au moment où ces événements se sont déroulés, ce pic n'avait pas encore complètement passé. Le maximum solaire n'est pas un seul jour ou même un seul mois avec un avant et un après clair. C'est une période soutenue d'activité élevée qui peut persister pendant 1 à 2 ans. La mécanique par laquelle cette élévation soutenue compte pour la Terre est directe. Si l'hypothèse de couplage solaro-sismique a une validité quelconque, plus de régions actives tournant sur le disque solaire signifie plus de CME lancés vers le système solaire intérieur. Plus de CME signifie plus de tempêtes géomagnétiques atteignant la Terre. Et si le mécanisme de couplage électrostatique que le modèle de Kyoto décrit est réel, alors plus de tempêtes géomagnétiques signifie plus d'opportunités de déclenchement. Plus de fenêtres pendant lesquelles une faille qui a accumulé des contraintes depuis des décennies se trouve au seuil tandis qu'une perturbation électrique externe fait pencher la balance. Nous sommes potentiellement à ou près de la période active soutenue la plus active d'un cycle solaire déjà surperformant. À une époque où l'infrastructure de surveillance nécessaire pour tester l'hypothèse solaro-sismique est pour la première fois suffisamment bonne pour produire les données requises pour une analyse sérieuse. Partie 12. L'effet équinoxe. Amplificateur caché. Il y a une couche supplémentaire dans la synchronisation du Douin au 22 mars qui semble presque trop nette pour être réelle. Ce qui est exactement pourquoi elle mérite un examen attentif plutôt qu'une acceptation enthousiaste ou un rejet réflexe. Le 20 mars était l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord, et la signification de cela n'est pas astrologique ou symbolique. Elle est physique, géométrique et entièrement documentée dans la littérature à comité de lecture de la science, de la météorologie spatiale. Il existe un phénomène bien établi et physiquement compris, appelé l'effet Russell-Mixeron, qui rend la Terre significativement plus vulnérable aux impacts des tempêtes géomagnétiques spécifiquement aux équinoxes, 2 fois par an en mars et en septembre, avec une prévisibilité et une cohérence que les prévisionnistes de météorologie spatiale
prennent déjà en compte dans leurs modèles opérationnels. Ce n'est pas de la science de frange, ce n'est pas un mécanisme nouvellement proposé en attente de validation. Il a été décrit par les chercheurs CT, Russell et R.L. McFerran, en Ayatan Satman de 3, dans un article qui a accumulé des centaines de citations et dont les prédictions fondamentales ont été validées par plus de 5 décennies d'observations magnétosphériques ultérieures. Comprendre pourquoi il existe nécessite une brève excursion dans la géométrie, spécifiquement la géométrie du champ magnétique terrestre par rapport au champ magnétique transporté par le vent solaire, quand la planète se déplace dans différentes positions au cours de son orbite annuelle. La variable critique, qui gouverne l'efficacité du transfert d'énergie du vent solaire vers la magnétosphère terrestre, est l'orientation de la composante nord-sud de l'IMF, appelée BASE, quand BASE pointe vers le sud. Il est orienté antiparallèlement au propre champ de la Terre à la magnétopole, ce qui permet à la reconnexion magnétique de se produire. Les champs magnétiques opposés subissent un processus où les lignes de champ se brisent et se reconnectent à travers la frontière, ouvrant un canal permettant à l'énergie du vent solaire de s'engouffrer. Dans la magnétosphère, ce que l'effet Roussel-Maxerran décrit. C'est comment la géométrie de la position orbitale de la Terre aux équinoxes améliore naturellement ta solaire transporte. La combinaison de l'inclinaison axiale de la Terre et de l'orientation de son dipôle magnétique par rapport à l'écliptique crée une configuration dans laquelle l'IMF est le plus efficacement projeté dans l'orientation vers le sud qui entraîne la reconnexion. Les mêmes conditions de vent solaire, le même CME, la même force de champ magnétique, la même valeur de baie entraîneront une activité géomagnétique plus intense quand elles arrivent aux équinoxes qu'au solstice. L'amplification géométrique n'est pas subtile. Les mêmes conditions qui produisent une tempête G2 en juin ou en décembre peuvent produire une tempête G3 en mars ou en septembre. La tempête qui est arrivée le 20 mars impactait donc la Terre au moment de la vulnérabilité géométrique annuelle, maximale, avec la magnétosphère dans la configuration qui convertit le plus efficacement l'énergie du vent solaire en perturbation géomagnétique. En termes pratiques pour cette histoire, cela signifie que la tempête G3 du 20 mars n'était pas simplement une tempête G3 dans l'abstrait. C'était une tempête G3 délivrée dans la géométrie, de couplage la plus favorable de l'année. Elle n'a pas été aussi extensivement examinée. Et c'est là que l'histoire actuelle se connecte à quelque chose de vraiment nouveau plutôt que simplement bien connu. C'est de savoir si l'amélioration de l'équinoxe dans le couplage géomagnétique se traduit par une amélioration correspondante de l'équinoxe dans quel que soit le mécanisme de déclenchement solaro-sismique que le modèle de Kyoto décrit. La logique physique suggère que c'est le cas. Si le mécanisme fonctionne en couplant l'énergie du vent solaire à travers l'ionosphère et vers le bas à travers le circuit électrique global pour influencer les états de contrainte sur des failles en charge critique, alors tout ce qui augmente l'efficacité de la première étape de cette chaîne devrait amplifier les effets en aval également. C'est une hypothèse testable. Et le fait qu'elle soit testable en utilisant des données qui existent déjà est peut-être le point le plus important. Le catalogue mondial des séismes remonte à plus d'un siècle, dans sa forme instrumentale moderne. Si les mois d'équinoxe présentent un excès statistiquement significatif, de grands séismes, particulièrement pendant les phases actives de cycles solaires forts, particulièrement pour les séismes superficiels sur les types de failles décrochantes que le modèle de Kyoto suggère être les plus sensibles aux mécanismes de déclenchement électrostatique. Cet excès devrait être visible dans les données. Ce que la période du Douin au Douin de 2, Mars Toitant, Douin de 7 de sa contexte, n'est pas une preuve de quoi que ce soit. Une seule semaine d'événements ne peut pas établir une relation causale. Ce qu'elle fournit, c'est une illustration vivante du mécanisme à un moment où tous les facteurs pertinents convergent simultanément. Un cycle solaire surperformant près de son maximum. Une CME significative arrivant au moment exact de l'amplification géométrique de l'équinoxe. Une série de grands séismes distribués sur les jours qui ont suivi. Les pièces s'emboîtent dans l'hypothèse. La prochaine pièce du puzzle est déjà dans le catalogue, distribuée à travers des décennies de données sismiques et géomagnétiques, attendant d'être examinée avec la bonne question en tête. La CME du 3-6 mars, une expérience en direct. Il y a une autre éjection de masse coronale en route vers la Terre. Les prévisions actuelles indiquent une arrivée en impact tangentiel autour du 26 mars, produisant des conditions géomagnétiques attendues dans la plage G1 à G2, possiblement légèrement plus élevées. Selon l'orientation précise du champ magnétique intégré dans la CME,
quand elle arrivera à la magnétopause. Cette incertitude n'est pas un échec du système de prévision. C'est le reflet honnête d'une limitation physique fondamentale, qu'aucun montant de puissance de calcul supplémentaire ou de sophistication de modélisation n'a encore surmonté. La variable la plus critique, l'orientation nord-sud de la composante Bézier du champ magnétique interplanétaire, ne peut pas être mesurée directement avant que la CME n'atteigne le point de Lagrange-Lin, le point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, où les engins de surveillance Discover et AS sont stationnés. Cette mesure arrive environ 20 à 606 minutes, savant la vitesse de la CME. La tempête selon la vitesse de la CME. La tempête sera probablement plus faible que la G3 du 20 mars, pour des raisons qui vont au-delà de la notation de suivi de routine que les agences de météorologie spatiale y attacheront dans leur bulletin quotidien. Ce que cette CME représente dans le contexte de tout ce dont nous avons discuté, c'est quelque chose de plus spécifique qu'une autre entrée dans le journal de météorologie spatiale. C'est un test, pas une expérience de laboratoire contrôlée. La Terre ne coopère pas avec des conditions contrôlées. Le Soleil ne maintient pas les variables constantes, pendant qu'un paramètre est ajusté. Et le système mondial de failles ne met pas en pause son programme de chargement tectonique pour servir de substrat expérimental. Mais la science a toujours eu un deuxième mode de fonctionnement pour précisément ces situations, déployé chaque fois que le phénomène d'intérêt opère à des échelles ou des durées qui le mettent au-delà de la manipulation expérimentale directe. Ce mode, c'est l'expérience naturelle. Une situation où la nature elle-même crée des conditions qui approchent la structure d'un test. L'arrivée de la CME du 36 mars est une expérience naturelle en ce sens. Les conditions de forçage solaire sont similaires en nature à celles du 20 mars. L'intensité devrait être plus faible, ce qui est en soi informatif. Si la corrélation solaro-sismique a un caractère dose-réponse, une tempête plus faible devrait produire un signal plus faible dans les données sismiques et un schéma qui apparaît à G3, mais pas à G1 ou G2, nous dirait quelque chose de significatif sur les seuils et la proportionnalité, si le mécanisme solaro-sismique proposé par le modèle de Kyoto est réel, si les corrélations de décalage qui apparaissent dans la recherche publiée reflètent un processus physique réel, opérant à travers le couplage électrostatique, plutôt qu'un artefact statistique, Alors les Fartoyutes, à 70 heures suivant l'impact de la CME du 26 mars, deviennent une fenêtre de données d'un intérêt scientifique réel. L'hypothèse fait une prédiction spécifique, une probabilité sismique élevée dans les zones de failles superficielles déjà contraintes, pendant cette fenêtre concentrée dans les types de failles, particulièrement les systèmes décrochant à des profondeurs crustales superficielles, que le modèle de Kyoto identifie comme les plus sensibles aux mécanismes de déclenchement proposés. Si une activité sismique majeure se produit dans cette fenêtre, c'est cohérent avec l'hypothèse. Si la fenêtre passe tranquillement avec une activité sismique globale se situant à ou en dessous des taux de référence, c'est une preuve contre l'hypothèse, pas une réfutation concluante d'un seul cas, mais une preuve qui s'accumule à côté d'autres fenêtres calmes. Ce n'est pas une prédiction selon laquelle un séisme se produira définitivement. Ce cadrage serait scientifiquement indéfendable et pratiquement nuisible. Le cadrage honnête et scientifiquement défendable est probabiliste. Si le mécanisme est réel, la probabilité conditionnelle d'une activité sismique, significative sur des failles superficielles en contrainte critique, est élevée pendant la fenêtre post-tempête par rapport à la référence. Élevée, pas certaine, conditionnelle à un mécanisme qui n'a pas encore été formellement confirmé. Formulée comme une attente testable sur une distribution de résultats, pas comme une prophétie sur un événement spécifique. Ce qui rend ce moment inhabituel, c'est que l'observation de cette expérience naturelle n'est pas limitée aux chercheurs qui étudient le phénomène professionnellement. Les flux de données sont publics et en direct. Les flux de séismes de l'UICS se mettent à jour en permanence, de nouveaux événements apparaissant dans le catalogue à quelques minutes de leur détection. Les indices NOAA de météorologie spatiale, l'indice KP suivant l'activité géomagnétique globale, l'indice DEST mesurant l'injection du courant annulaire, qui sert de proxy pour l'intensité de la tempête, les données en temps réel du vent solaire, depuis IA, se mettent à jour toutes les quelques minutes, publiquement sans identifiant d'abonnement. Cette démocratisation de l'observation scientifique en temps réel est elle-même historiquement inhabituelle.
Le décalage corrélation entre les tempêtes solaires et l'occurrence des séismes, que les chercheurs étudiaient depuis des décennies, m'était jusqu'à récemment quelque chose qui ne pouvait être examiné que rétrospectivement. Ce qui existe maintenant est différent, une situation où l'hypothèse est sur la table. Le mécanisme est expliqué publiquement, la fenêtre de décalage prévue est spécifiée et les données pertinentes sont en streaming en temps réel sur des serveurs publics. Partie fartance. La Terre n'est pas la seule planète à réagir. Le même Soleil qui a tiré l'éjection de masse coronale, qui a frappé la Terre le doigt à Mars, envoie son vent solaire et ses rayonnements énergétiques à travers tous les héliosphères, atteignant chaque planète, lune, astéroïdes et comètes. La Terre n'est pas unique dans le fait d'avoir une réponse à la variabilité solaire. C'est simplement la planète que nous avons surveillée le plus attentivement et le plus longtemps. Si la connexion entre l'activité solaire et le comportement géologique est réelle sur Terre, la bonne question scientifique n'est pas de savoir si cette connexion est d'une façon ou d'une autre spéciale à notre planète. C'est de savoir si la même connexion opère partout où les conditions physiques le permettent, à travers le système solaire, sur des corps avec des champs magnétiques différents, des atmosphères différentes, des structures intérieures différentes et des relations différentes avec le vent solaire. La réponse, quand on regarde le tableau plus large, est que le couplage électromagnétique entre le Soleil et les corps planétaires n'est pas une hypothèse exotique confinée aux cas limites de la science terrestre. C'est une caractéristique omniprésente du système solaire. Mars présente le cas de comparaison le plus immédiatement intéressant. Mars est une planète tellurique, avec une croûte rocheuse, un intérieur différencié, une fine atmosphère et une géologie de surface façonnée par des milliards d'années d'activité volcanique. Mais Mars a une magnétosphère mince et fragmentée. Le vestige de ce qui était autrefois un dipôle global plus fort que la planète a perdu il y a environ 4 milliards d'années quand sa dynamo interne s'est éteinte. Sans ce bouclier, Mars est exposé au vent solaire d'une façon que la Terre ne l'est largement pas. On orbite autour de Mars depuis 2014. Depuis 2014 spécifiquement pour étudier la haute atmosphère et son interaction avec le vent solaire, à mesurer les taux auxquels le vent solaire arrache le matériel ionosphérique directement de la haute atmosphère martienne, et ces taux augmentent substantiellement pendant les périodes solaires actives et les impacts de ces immeubles. Mars n'a pas la tectonique des plaques, mais elle a des séismes, des Marsquakes. L'atterrisseur InSight de la NASA, qui a opéré à la surface martienne de novembre, portait un sismomètre assez sensible pour détecter les Marsquakes, et c'est ce qu'il a fait, des centaines d'événements sismiques pendant sa période opérationnelle. Si l'activité sismique martienne montre une corrélation temporelle avec l'activité des tempêtes solaires, n'a pas encore été étudiée avec la rigueur statistique que le catalogue beaucoup plus long et plus dense de la Terre permettrait. Mais la question est maintenant considérablement plus intéressante qu'avant. La situation de Jupiter est différente encore, et elle illustre quelque chose de plus fondamental. Le couplage électromagnétique entre l'environnement magnétique d'un corps et l'activité géologique ou volcanique d'un autre corps n'est pas une possibilité théorique en attente de sa première confirmation. C'est un système observé, mesuré, actuellement en fonctionnement, visible à travers n'importe quel télescope, assez grand pour résoudre le disque de Jupiter et sa lune intérieure la plus proche. La magnétosphère de Jupiter est la plus grande structure cohérente du système solaire, après le Soleil lui-même. Dans cette immense structure magnétique, Io, la lune la plus intérieure des grandes lunes galiléennes, est le corps le plus volcaniquement actif du système solaire. Son activité volcanique extraordinaire est principalement entraînée par le chauffage, par les marées, le fléchissement continu de son intérieur, par les pôles gravitationnels concurrents de Jupiter, Europe et Ganymède. Mais le volcanisme d'Io est également significativement influencé par l'interaction électromagnétique entre la Lune et la magnétosphère de Jupiter. Io orbite profondément dans le champ magnétique de Jupiter, se déplaçant à travers les lignes de champ à une vitesse qui la fait agir comme un générateur électrique. Les courants produits par le mouvement d'Io circulent le long des lignes de champ magnétique entre la Lune et la haute atmosphère de Jupiter, produisant le flux tube Io-Jupiter, un tube de courant électrique connectant Io à Jupiter, qui a été directement mesuré par des engins spatiaux. Ce couplage électromagnétique entre Io et Jupiter contribue au chauffage interne, intense qui alimente le volcanisme d'Io.
Ce n'est pas une analogie ou une hypothèse, c'est un système physique documenté, quantitativement caractérisé, fonctionnant dans notre système solaire en ce moment même. Le principe selon lequel le forçage électromagnétique extérieur peut influencer le comportement géologique intérieur a été établi de façon observationnelle, pas seulement théorique, à une échelle qui laisse peu de place au doute sur la possibilité physique de base. Partie 15, la question sans réponse qui change tout. Revenons à notre point de départ. 3 systèmes tectoniques différents, 4 jours, plusieurs séismes de magnitude 6 ou plus distribués à travers des côtés presque opposés de la planète. Une tempête géomagnétique J3 simultanée. Un article de l'Université de Kyoto publié quelques semaines plus tôt, proposant le premier mécanisme physique complet, reliant l'activité solaire à la contrainte crustale. Plusieurs études à comité de lecture pointant vers une corrélation de décalage cohérente de Dwayne-Coureur entre les paramètres du vent solaire et les taux mondiaux d'événements sismiques. L'amplificateur équinoxal de Russell-Maxeron, opérant à une efficacité géométrique maximale le jour exact où la tempête est arrivée. Le cycle solaire Fatfheim fonctionnant significativement plus chaud que quiconque n'avait prévu. Chacune de ces pièces, prise individuellement et isolément des autres, est explicable sans invoquer quoi que ce soit, en dehors du cadre standard. Il est plus difficile à rejeter, ce qui devient de plus en plus difficile à balayer à mesure que les pièces s'accumulent. C'est la façon dont ces pièces spécifiques s'assemblent en une structure cohérente pointant systématiquement dans la même direction. Pas une preuve, pas un cas fermé, une structure cohérente, ce qui est différent et plus modeste, et tout de même significatif, de multiples lignes de preuves indépendantes. Des études statistiques menées par différents groupes de recherche, avec différentes méthodologies et différents ensembles de données. Des propositions de mécanismes physiques ancrés dans la physique électromagnétique établie. Des analyses de corrélation historique couvrant des décennies de données solaires et sismiques. Une synchronisation d'événements en temps réel qui correspond à la fenêtre de décalage prédite avec une précision inconfortable, toutes pointant vers la même relation sous-jacente. Quand des lignes de preuves indépendantes convergent, la science prête attention. Cette convergence n'est pas la conclusion. C'est le signal que la conclusion vaut la peine d'être poursuivie. La question fondamentale de la sismologie a toujours été de savoir ce qui détermine le moment où une faille se rompt, pas de pourquoi, parce que le pourquoi est bien compris dans ces grandes lignes depuis des générations. Les plaques bougent parce que le manteau convecte, entraîné par la chaleur résiduelle de la formation planétaire et la chaleur continue de la désintégration radioactive dans l'intérieur profond. Les plaques en mouvement transportent des blocs de croûte avec elles, les broyant les uns contre les autres aux frontières, accumulant une déformation élastique dans les roches des deux côtés des surfaces, de failles verrouillées pendant des décennies et des siècles. Finalement, la contrainte accumulée dépasse la résistance frictionnelle maintenant la faille verrouillée, la faille glisse, l'énergie élastique est libérée, sous forme d'ondes sismiques. Cette chaîne de causalité est de la géologie établie. Le camp a toujours été plus insaisissable. Et l'insaisissabilité n'est pas due au manque d'effort ou d'intelligence appliquée au problème. Ce que le modèle de Kyoto soulève et que les études de corrélation accumulées soutiennent de plus en plus, comme plus qu'une possibilité spéculative, c'est que le Soleil participe silencieusement à cette question de timing, depuis aussi longtemps que le Soleil existe, que la Terre a une ionosphère et un circuit électrique global, les reliant, non pas en supplantant la tectonique, non pas en fabriquant des séismes, à partir d'un silence géologique dans des régions où aucune contrainte ne s'est accumulée. La contribution solaire, si elle est réelle, n'est pas un remplacement de la causalité tectonique, mais une modulation de celle-ci. Une influence externe qui opère sur des systèmes de failles approchant déjà leur seuil de rupture, ajoutant ou soustrayant une petite composante électrostatique à l'état de contrainte qui pousse certaines failles au-delà du seuil des jours ou des semaines plutôt qu'elles ne l'auraient franchi par le seul chargement tectonique. Le Soleil, dans cette image, ne décide pas quelle faille se rompe. La tectonique décide. Le Soleil peut influencer le camp, si c'est vrai, et ça reste ainsi bien motivé et de plus en plus étayé, mais ainsi quand même, alors chaque modèle de risque sismique jamais construit à fonctionner, avec une variable manquante, pas une petite correction de second ordre aux marges du calcul, une variable avec une périodicité connue de Olven, une amplification saisonnière connue de 6 mois entraînée par la géométrie orbitale.
et un mécanisme physique qui est maintenant pour la première fois décrit avec suffisamment de détails pour faire des prédictions quantitatives. Une variable qui est en principe plus prévisible à long terme que n'importe quel processus tectonique interne, parce que le comportement du Soleil est observable en continu depuis toute la planète simultanément. Son activité peut être prévue avec une certaine fiabilité plusieurs jours à l'avance. Sa phase de cycle est connue des mois et des années à l'avance. Et les amplifications géométriques produites par l'effet Russell-Mexeron aux équinoxes sont prévisibles essentiellement indéfiniment dans le futur. La composante solaire, si elle est réelle, est la partie la plus prévisible d'un système qui a jusqu'à présent résisté à la prévision presque complètement. Nous avons demandé ce qui brise la faille. Nous avons examiné la géologie de façon méticuleuse et productive, la géométrie et l'orientation des failles, la déformation accumulée mesurée par les réseaux GPS et les relevés géodésiques, la pression des fluides dans les espaces poreux de la roche environnante, l'histoire des ruptures précédentes et les intervalles de récurrence qu'elles impliquent, les changements de contraintes statiques et dynamiques transférées depuis des événements voisins. Tout ce travail est nécessaire, et rien de tout cela n'est erroné. Il a produit une vraie connaissance, mais nous aurions aussi dû demander ce qui se passe à 1 en 5 millions de kilomètres, dans les jours avant qu'une faille se rompe. Nous aurions dû garder un œil sur le sismomètre et un œil sur le Soleil. Maintenons les deux flux de données simultanément, cherchant la relation entre eux avec la même rigueur et les mêmes ressources que nous avons appliquées à la compréhension de la dynamique purement interne du système de failles. 20 milliards d'années, la Terre a répondu, sa magnétosphère déviant et canalisant le vent solaire, son ionosphère absorbant et redistribuant l'énergie qui passe, son circuit électrique global transmettant cette énergie vers le bas à travers l'atmosphère jusqu'à la surface et dans la croûte. L'ionosphère a été le milieu à travers lequel une partie de cette conversation entre l'étoile et la planète s'est conduite en continu depuis avant que la première chose vivante tire de l'énergie d'un gradient chimique dans un océan chaud. Nous commençons seulement maintenant, dans ce moment spécifique de recherche accumulante, d'instrumentation améliorée et de cadre théorique qui relie finalement les pièces en un mécanisme cohérent, à comprendre que l'activité solaire, la réponse ionosphérique, la contrainte crustale et le timing des séismes ne sont pas 4 phénomènes séparés, qui partagent accidentellement une chronologie. Ils sont un seul système, une conversation continue menée, à toutes les échelles, des réactions nucléaires dans le noyau solaire, à la fracture microscopique de cristaux de quartz dans une zone de faille à 2 kilomètres de profondeur. Nous regardions au mauvais endroit tout ce temps, et le bon endroit brûlait à 105 millions de kilomètres, visible pour quiconque levait les yeux, patient et constant et indifférent à savoir si nous faisions attention, attendant d'être compris.